Avocat de Reddit, quelle est la pire façon dont vous avez vu quelqu'un nuire à une autre personne devant le tribunal, que ce soit dans le cadre d'une affaire pénale, civile ou de divorce? J'ai représenté un gars qui avait volé 3 camions de son travail. Seulement 2 d'entre eux avaient été retrouvés avant le procès. Il s'est présenté à une audience de motion avec le troisième. Un ami tenait des registres méticuleux du temps que sa femme, dont il était séparé, passait avec leur fille. Il utilisait un surligneur rose pour indiquer le temps passé par la mère et un surligneur bleu pour lui-même. La mère est arrivée à l'arbitrage en exigeant la garde exclusive, une pension alimentaire généreuse et la maison. Le père a alors sorti 3 années de calendrier détaillé. En 3 ans, la mère avait passé moins d'1 mois complet avec l'enfant. La mère n'était pas satisfaite du résultat. Un témoin pour le plaignant dans une affaire civile, qui était un collègue du plaignant, a témoigné très fermement contre l'entreprise et en faveur du plaignant. Je l'ai interrogée sur un éventuel parti pris en faveur du plaignant, si elle se connaissait bien, était amie, etc. Elle a répondu que non, juste des collègues amicales, des amis de travail, au mieux. Je l'ai poussée à maintenir cette déclaration. Lorsque j'ai eu l'occasion de contre-interroger le plaignant, elle n'a pas eu d'autre choix que de compromettre la crédibilité de son témoin, car non seulement elles étaient très proches, mais elles étaient devenues belles-sœurs quelques années auparavant. Non, elles n'avaient pas le même nom de famille, ni rien de tel, mais j'avais fait mes recherches. Je ne comprends toujours pas pourquoi certaines personnes préfèrent nier un petit biais, quitte à détruire leur crédibilité, mais cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Je vais être bref sur les détails ici en raison de la confidentialité, mais j'avais un client accusé d'une infraction sexuelle très grave. Il avait un alibi, il était au travail où il était le patron. Il avait un employé qui pouvait absolument attester de sa présence. J'ai parlé à cet employé qui a confirmé cela. À l'approche du procès, et au moment où je devais envoyer un avis d'alibi, qui est un préavis à la couronne pour qu'elle puisse enquêter sur l'alibi et déterminer s'il est vrai ou non, je fais preuve de prudence et je rappelle l'employé. Il s'avère que mon client l'a licencié entre-temps. Et l'employé me dit très franchement « Oh oui, il était sûrement au travail. Mais c'est pas ce que je dirais au tribunal. Qu'il aille se faire voir, il va tomber. » Je ne l'ai pas appelé comme témoin ni déposé l'avis d'alibi. J'ai quand même gagné le procès. Mais si je n'avais pas pensé à rappeler ce type, ou s'il avait été moins franc, mon client aurait été dans de beaux draps. Inscription au registre des délinquants sexuels, peine de prison tout le tintouin, complètement innocent. J'ai quand même gagné le procès, mais si j'avais pas pensé à appeler ce type, ou s'il n'avait pas été aussi franc, mon client aurait été dans de beaux draps. Inscription au registre des délinquants sexuels, peine de prison, tout le tralala. Alors qu'il est complètement innocent. Il est le patron et assez stupide pour virer son témoin à décharge avant le procès. D'après ma conversation avec l'employé, je devine qu'il méritait vraiment d'être licencié. Cela dit, les personnes accusées de crime ne sont peut-être pas les plus futées, mais même les plus intelligentes commettent souvent des erreurs stupides. Par exemple, beaucoup de personnes possédant de la pornographie infantile se font attraper parce qu'elles emmènent leur ordinateur en réparation sans penser « Tiens, je suis en train de confier des preuves de crimes très graves à un inconnu. » Il y a eu tellement de situations où des clients criminels se sont mis dans le pétrin qu'il serait impossible de toutes les compter. Pourtant, l'une des rares affaires de droit de la famille que j'ai traitées en tant que jeune avocat me reste en mémoire. Jeune femme et jeune homme ont un enfant. La jeune femme demande le divorce car le jeune homme apprécie le thug life. Il a récemment été arrêté et inculpé pour possession dans l'intention de distribuer de la méthamphétamine délit et pour possession illégale d'une arme à feu. Le jeune homme n'aime pas qu'elle le quitte. Il engage un avocat de divorce très réputé, localement, nous sommes dans une région très rurale. Un ordre de divorce temporaire est émis, stipulant qu'elle ne peut pas avoir d'invité du sexe opposé pour la nuit commun dans les zones rurales et conservatrices, mais surtout dépassées dans les zones urbaines. La jeune femme commence à fréquenter quelqu'un d'intéressé. Le jeune homme est sain par cela. Son avocat demande une audience,
l'accusant de violer l'ordre du tribunal et réclamant la garde exclusive ainsi que le paiement des frais d'avocat. Sur les conseils d'un ami commun, la jeune femme me sollicite pour cette audience. Je m'assieds avec l'avocat adverse, qui essaye de m'intimider avec son expérience et propose des conditions scandaleuses. La mère doit non seulement renoncer à la garde principale, mais aussi avoir des visites supervisées et payer une pension alimentaire et les frais d'avocat. Elle sait que je suis un jeune avocat dans la région, je suis presque certain que j'étais licencié depuis moins d'1 an. Je refuse et elle déclare qu'elle nous verra au tribunal. Je me rends à l'audience avec une copie de son arrangement de probation pour possession avec l'intention de vendre et port illégal. Il n'en a pas informé son avocate, qui l'ignore. Elle l'appelle à la barre, établit que ma cliente a reçu son nouveau petit ami les nuits X, Y, Z. Le juge, très et pas content. Puis, l'avocate adverse passe le témoin. Je lui demande s'il a un emploi. Non. Que faites-vous pour cet argent? Des petits boulots par-ci par-là. Vraiment. Madame l'avocate adverse est très chère. Vendez-vous de la méthamphétamine? Quoi? Avez-je pas pour jouer des deux? Un an. Je présente une copie de son plaidoyer de culpabilité et de sa condamnation à une probation directe. Le juge le fixe désormais d'un regard perçant. Je me penche vers ma cliente, assise à côté de moi, et chuchote. « Si vous passiez un test de dépistage aujourd'hui, honnêtement, seriez-vous complètement propre? » « Oui, je demande au jeune homme. Quand avez-vous pris de la méthamphétamine pour la dernière fois? » L'avocate s'oppose, mais le juge rejette l'objection. Je sais que ce juge fait passer des tests de dépistage sur le champ, car il est aussi le juge du tribunal pour les délits liés à la drogue. Cela fait des années, je suis clean. Donc si vous étiez testé, vous seriez clean? Oui. L'avocat adverse pose la même question à ma cliente, nous acceptons. Le juge les fait tous deux tester. Il est positif à la méthamphétamine. Ma cliente est clean. Le juge rejette sa motion et me demande d'envoyer de nouveaux ordres temporaires où le jeune homme est tenu de maintenir un emploi et de commencer à payer une pension alimentaire et place ses visites sous supervision. Cerise sur le gâteau, l'avocate adverse m'appelle et me laisse un message vocal pour me féliciter de, je cite, « lui avoir donné une leçon pour la première fois depuis longtemps ». Ce dernier point est agréable. Ton adversaire ne l'a pas pris personnellement et a même montré du respect. Sympa. J'ai probablement eu beaucoup de chance dans ma carrière, car très peu d'avocats adverses qui représentent l'État ou soient impliqués dans des affaires civiles mineures. J'essaie d'éviter les affaires civiles de nos jours, cependant, prennent les choses personnellement avec moi. Je suis un gars très jovial et j'essaie de faire connaissance avec eux au fil des affaires. Il y a un procureur avec qui j'ai actuellement des dossiers et même si nous débattons de certains cas ou questions entre deux audiences, nous partageons nos derniers moments sympas de D&D. Nous sommes tous les deux maîtres de jeu. Récemment, nous avions l'une des dernières affaires inscrites au rôle et nous étions en train de discuter de ces sessions lorsque le juge a dû nous interrompre et a dit « Si je pouvais vous faire arrêter de bavarder un instant pour traiter cette requête, ce serait bien, j'aimerais aller déjeuner. » On a bien ri. Les avocats qui prennent les choses personnellement ou qui se comportent de manière personnelle avec leurs adversaires sont de mauvais avocats et n'ont pas leur place dans la profession. Mais ce n'est que mon avis. Hein? Il s'agit plutôt d'une histoire où il s'est tiré une balle dans le pied. Mais allons-y. C'était une affaire qu'un autre procureur de mon bureau avait eue il y a quelques années. Un prévenu de 30 ans était accusé d'agression sexuelle sur un enfant après avoir mis enceinte la sœur de 14 ans de sa petite amie. Elle a en fait gardé le bébé, alors la police a simplement attendu pour faire un test de paternité. Sans surprise, le prévenu était le père. Le prévenu voulait une probation. Le procureur a refusé de l'offrir. Il a décidé de plaider coupable et d'avoir un procès devant jury pour la détermination de la peine ici au Texas. Vous pouvez choisir de laisser le jury fixer la peine. La présentation des preuves s'est déroulée comme prévu. La victime a témoigné avoir eu des relations sexuelles consenties, à part le fait qu'elle n'était pas en âge de consentir avec le prévenu, être tombée enceinte, etc. Le test de paternité a été présenté. Le prévenu a pris la parole. Sa version des faits était qu'il s'était introduit dans la chambre de la victime la nuit, lui avait couvert la bouche
et l'avait maintenue au sol pendant qu'il avait des relations sexuelles avec elle, contre sa volonté. Il semblait que son propre avocat n'avait aucune idée que c'était l'histoire sur laquelle il s'était arrêté. Le jury a délibéré environ 15 minutes avant de rendre un verdict de 17 ans. Le maximum possible pour l'accusation était de 20 ans. Lorsqu'ils ont été interrogés par les avocats par la suite, l'un d'eux a dit qu'ils avaient décidé sur 17 ans afin que le prévenu n'oublie jamais plus l'âge de consentement au Texas. Il a choisi de laisser un jury texan, décider de sa peine après avoir mis enceinte une fille de 14 ans. Quel idiot! La véritable stupidité a été de leur dire qu'il l'avait violée de force, alors qu'elle avait déjà témoigné que c'était consensuel, aussi consensuel que cela puisse être lorsqu'on est en dessous de l'âge légal du consentement. En plus, c'est quoi ce bordel? On est face à un choix entre deux situations complètement tordues d'après ces histoires. Soit elle a peur de lui et manipulée, soit il pense vraiment que mentir sur le viol d'une mineure est la bonne chose à faire dans cette situation. Quelqu'un que je connaissais avait une affaire prodéo où elle devait défendre une personne accusée d'un délit pénal, je ne sais pas lequel, confidentiel et tout le reste. Même si la police et le procureur pouvaient pratiquement attribuer le crime à son client, il n'y avait aucune preuve pour le lier au crime, au mieux circonstanciel. Elle lui avait conseillé de se taire et de la laisser parler pendant le procès, car par expérience, le client ne sait parfois pas comment répondre correctement à une question. Elle plaide et peut démontrer que le tribunal n'a rien contre son client. Elle a le sentiment que pour une fois, une affaire prodéo tourne en sa faveur. Après sa plaidoirie, le juge la remercie et se tourne vers son client. Il lui demande s'il a quelque chose à ajouter à la plaidoirie. Le client la regarde puis regarde le juge, les larmes aux yeux et lâche « Je suis vraiment désolée, je ne le referai plus jamais ». Elle a apparemment jeté ses notes et tout ce qu'elle avait en main sur le client désormais condamné. Elle s'est fait avoir par son propre client, qui s'est encore plus enfoncé. Remarque, prodéo est l'ancien terme, dans notre juridiction avec la même connotation que pro bono. Eh bien, ce n'est pas mon histoire, mais celle d'un ancien patron. À l'époque où il était généraliste, il avait une affaire impliquant un conducteur ivre qui avait tué plusieurs personnes dans un accident. Mon patron représentait la famille percutée, celle où les 2 enfants et la mère étaient décédés, mais le père avait survécu et voulait que le jeune étudiant responsable du drame soit sévèrement puni. C'était avant que Facebook ne soit couramment utilisé dans les procédures judiciaires, et avant que beaucoup de gens ne réalisent à quel point ces informations pouvaient être cruciales pour tout avocat compétent. Le jeune conducteur, étudiant à l'université, avait réussi à susciter la sympathie du juge lors de la première partie de l'audience, en exprimant ses regrets, en disant qu'il était hanté, qu'il ne boirait plus jamais, que cela allait ruiner sa vie, etc. Le juge semblait vraiment touché par son discours. Puis, mon patron arrive et détruit immédiatement les remords du jeune en présentant de nombreux statuts et photos Facebook, le montrant en train de boire de façon excessive, de faire la fête et même de plaisanter sur le fait de conduire en état d'ivresse depuis la date de l'accident jusqu'à la veille de l'audience. Le jeune avait l'air d'avaler des braises ardentes et le juge était absolument furieux. Inutile de dire qu'après cela, le jeune a dû faire bien plus que simplement s'excuser et se montrer contrit. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.